Bonjour tout le monde, je me nomme Mélanie Lorrain et je suis la superviseure des services francophones ici à Autisme Ontario. J'aimerais vous présenter notre session de ce soir, La santé mentale, c'est important. Stratégie pour les enfants d'âge scolaire par Mélanie Speck, travailleuse sociale inscrite. Nous allons commencer avec quelques détails techniques. Les opinions exprimées dans ce webinaire sont celles des présentateurs-présentatrices et ne reflètent pas nécessairement celles d'Autisme Ontario. Prenez note qu'Autisme Ontario ne donne son appui à aucun produit, thérapie, traitement, stratégie, opinion, service ou individu en particulier. Nous appuyons cependant votre droit à l'information. À nos yeux, il est très important que vous fassiez vos propres recherches afin de prendre vous-même des décisions éclairées. J'aimerais également dire quelques mots sur le choix du langage employé durant cette présentation. L'autisme a une signification différente pour chacun. Les professionnels de la santé, les chercheurs et les fournisseurs de soins peuvent utiliser un terme, alors qu'une personne autiste ou sa famille emploiera un autre terme pour se désigner elle-même ou pour désigner un membre de sa famille. Les différents termes que vous entendrez pour décrire l'autisme correspondent soit à une perspective axée sur la personne d'abord, personne qui vit avec l'autisme, soit à une perspective centrée sur l'identité, personne autiste. Le langage axé sur la personne reflète l'idée selon laquelle l'autisme peut être séparé de la personne et ne la définit pas comme les expressions « personne avec autisme », tandis que le langage axé sur l'identité reflète la conviction que l'autisme est une partie importante de l'identité d'une personne et ne peut en être séparé. Pour respecter ces deux préférences, nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre terme tout au long de ce webinaire et nous respecterons également toute désignation que vous préférez personnellement. Vous trouverez dans la section ressources plus d'informations concernant la déclaration d'Autisme Ontario sur le choix du langage. Nous vous rappellerons qu'au cours de cette présentation, nous ne pourrons pas répondre aux questions concernant spécifiquement votre enfant ou une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous connaissez. Nous discuterons de stratégies générales et ou d'activités et nous vous indiquerons où trouver des informations supplémentaires et d'autres professionnels que vous pourriez consulter à des fins de suivi. Commençons maintenant la présentation avec Mélanie Speck. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Merci beaucoup pour m'accueillir. Donc, je me présente Mélanie Speck et je suis une travailleuse sociale avec un conseil au nord de l'Ontario. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le programme. Nous allons donc discuter des stratégies mode de vie, développer la littératie émotionnelle, les stratégies cerveau-corps. Il s'agit de stratégies sensorielles, de pleine conscience, aussi des stratégies de connexion, donc des stratégies d'attachement, et aussi l'art créatif. Maintenant, nous allons parler de différents types de stratégies, telles quelles. Donc, je vais débuter avec les stratégies genre style de vie. Et surtout pour les parents qui peuvent aider à soutenir la santé mentale de toute la famille. Ce sont des changements que vous pouvez effectuer si vous pensez qu'ils pourraient aider votre famille. Les stratégies cerveau-corps s'appliquent davantage à votre enfant autiste. Vous pourriez peut-être en faire l'essai avec votre enfant quelques-unes à la fois. Aussi, soulignons qu'il peut être utile de prendre en note les stratégies essayées et leurs résultats. Si vous avez accès à une équipe thérapeutique, elle peut vous aider à recueillir des informations sur l'efficacité ou même l'inefficacité d'une stratégie, sur la manière de la modifier ou de la changer pour essayer quelque chose d'autre. Si vous n'avez pas accès à une équipe thérapeutique, vous pourriez tenir un journal ou un registre pour noter le comportement de votre enfant avant l'essai d'une stratégie et son comportement par la suite. Gardez à l'esprit que le changement peut prendre du temps et s'il opère parfois progressivement par très petites étapes. N'oubliez pas d'être patient avec vous-même et avec votre enfant et de célébrer chaque réalisation, aussi minime qu'elle soit. La première série de stratégies que nous allons aborder sont les stratégies qu'on appelle du style de vie, mode de vie ou environnemental. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'on parle de santé mentale,
on discute de pensée, de nos sentiments et de nos comportements et la façon que nous réagissons au stress ou aux difficultés de la vie quotidienne. Le stress ou les difficultés peuvent prendre la forme de quelque chose qui survient dans notre environnement, comme un bruit fort, ou ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle habileté, donc comme habileté scolaire, la lecture, ou une habileté de vie courante, comme l'ouverture d'un récipient, un contenant, ou encore ça peut être un changement dans notre routine habituelle, comme l'arrivée d'un nouvel enseignant, ou même un changement dans l'horaire. Les stratégies style de vie sont celles qu'on peut appliquer tout au long de la journée et d'une journée à l'autre pour intensifier les sentiments de sécurité et de prévisibilité qui aident notre cerveau à demeurer calme et régulé. Donc, certaines stratégies environnementales. Avoir un horaire prévisible. Il n'est pas nécessaire de faire des choses exactement au même moment ou dans le même ordre, mais la journée présente un flux et une structure sans qu'il y ait beaucoup de nouveautés à relever. Utiliser des appuis visuels pour communiquer des attentes claires et des changements à l'horaire. Encore une fois, la prévisibilité permet de limiter les surprises ou les changements qui peuvent être considérés comme stressants par notre enfant. Donc, il y a aussi les activités à haute énergie ou à basse énergie. Donc, voir est-ce que la journée est un flux avec des occasions de bouger, de faire de l'exercice et de sortir à l'extérieur, ainsi que des moments pour se calmer, s'apaiser, se ressourcer. Pour aider avec la gestion de transition, quand on passe d'une activité à l'autre, communiquer clairement et donner des préavis de 5 minutes. Proposer des plans de transition à une autre activité avec un objet de transition. Donc, comme exemple, c'est laquelle de tes voitures veux-tu emmener avec toi? Préserver un jeu pour y revenir plus tard. Est-ce qu'on défait ce casse-tête ou on le laisse comme ça pour y revenir plus tard? Utiliser des chansons, des comptines, des histoires ou des actions pour maintenir l'intérêt des enfants pendant les périodes de transition. Donc, afin de faciliter la prévisibilité, utilisez des chansons, du nettoyage, ou même pour défiler une activité à l'autre. Donc, il y a aussi des idées et des ressources disponibles dans à la fin de la présentation. Dans notre liste de ressources, pardon. Donc, temps d'écran. On parle beaucoup de l'utilisation de films et de vidéos pour enrichir notre contenu et aussi enseigner à votre enfant ce que sont les émotions et comment s'adapter. Mais nous voulons aussi parler de temps d'écran excessif et la santé mentale. Les recherches démontrent que les enfants autistes sont exposés davantage au temps d'écran que leurs pères neurotypiques. Et c'était le cas même avant la pandémie. Des recherches révèlent également que l'augmentation du temps d'écran est corrélée avec une hausse de comportements internalisés, comme l'anxiété, et de comportements problématiques externalisés. Le temps d'écran est inévitable dans notre culture et à cause des événements des dernières années, mais je veux tout simplement vous rappeler de faire attention au temps d'écran accordé aux enfants, car on sait qu'il existe des risques. L'hôpital à Toronto, SickKids, recommande moins d'1 heure de temps d'écran pour les jeunes enfants de 2 à 4 ans et moins de 2 heures par jour pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans. Ceux et celles d'entre vous qui ont regardé notre vidéo d'introduction connaissent déjà ces étapes. Si vous ne l'avez pas fait, le lien de la vidéo figure dans la liste de ressources ci-dessous. Je vous encourage à visionner parce qu'elle explique comment et pourquoi ces habiletés sont importantes. Il s'agit des processus ou des étapes à suivre pour pouvoir faire face au stress et s'autoréguler. Pour pouvoir s'autoréguler efficacement et se calmer par nous-mêmes, ou même pour votre enfant, par lui-même, il a besoin d'avoir une conscience de ce qu'il ressent dans son corps, associer ce sentiment à un mot, à une étiquette d'émotion qu'il ou elle comprend et trouver des moyens de résoudre cette émotion ou ce sentiment corporel. C'est très difficile.
Avant de commencer à s'autoréguler ou à s'adapter, les enfants doivent comprendre ce qui se passe dans leur corps. Comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction à cette série, ce concept est appelé interoception. La perception des sensations à l'intérieur du corps, y compris l'activité du système nerveux liée aux émotions. La façon dont notre cerveau et notre corps traitent l'information provient de notre environnement interne ou externe, peut engendrer des sentiments de calme ou de contrariété. Les enfants d'âge scolaire peuvent commencer à comprendre ce que disent leurs sensations. Vous pouvez commencer à introduire des termes signalant à votre enfant que lorsqu'il ou elle a chaud ou froid, ou il ou elle doit peut-être enfiler un vêtement différent, ou encore, lorsque son estomac qui gargouille, il ou elle peut demander une collation. C'est la même chose pour nos émotions. Nous verrons plus loin comment nous entraînons à étiqueter nos émotions. Une fois que les enfants commencent à comprendre leurs sensations corporelles, ils ont besoin de savoir ce que sont les émotions. Ça semble évident pour nous. Qui pouvons faire la différence entre triste, colère, inquiète, embarrassé, coupable, et ainsi de suite. Mais les enfants ne savent pas toujours comment ces émotions se manifestent. Vous pouvez utiliser des livres, des jeux, des films et d'autres médias pour enseigner la littératie émotionnelle à vos enfants d'une façon qu'ils peuvent comprendre. Donc, le film Vice Versa, Inside Out, est un exemple de ressource qui peut aider à développer la littératie émotionnelle parce qu'il présente aux enfants 5 émotions. Donc, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse et aussi la colère. La liste des ressources énumère également toute une série de livres et de vidéos YouTube. L'idée, c'est que ces ressources donnent des exemples et qu'ensemble, vous pouvez dire « Oh, ce personnage se sent triste quand telle et telle chose lui arrive. » Par exemple, dans La Reine des Neiges, Frozen, quand Elsa perd, sa réaction est de projeter de la glace pour congeler tout ce qui l'entoure. Comme prochaine étape, vous pourriez dire à votre enfant « Oh, je constate que tu es triste d'avoir dû arrêter de jouer au Lego. Je remarque que tu pleures. » Une fois que votre enfant est en mesure d'étiqueter ses émotions, il ou elle peut commencer à étiqueter ses peurs, ses inquiétudes ou ses sentiments d'anxiété. Les parents jouent un rôle important en aidant les enfants à étiqueter ces inquiétudes et à comprendre ce qu'ils ou elles ressentent. Le fait de normaliser ces inquiétudes et de valider les sentiments de votre enfant est une stratégie qui contribue à atténuer sa détresse. Donc, autrement dit, si vous lui dites « c'est normal de s'inquiéter », votre enfant est plus susceptible d'accepter ses grosses émotions et de composer avec le stress. Nous allons maintenant discuter de 4 différentes catégories de stratégies auxquelles votre enfant peut recourir pour contrer le stress, l'inquiétude ou le sentiment d'anxiété qu'il ou elle éprouve. Éventuellement, votre enfant pourra les appliquer par soi-même, mais ça demande beaucoup de pratique. C'est donc votre rôle en tant que parent et dans naturel d'enseigner ces habiletés à votre enfant et de l'aider à pratiquer. Stratégie cerveau-corps. Certains individus aiment recourir aux outils sensoriels qui les aident à demeurer calmes et réguliers. Il se peut que l'école de votre enfant ait déjà certains de ces outils que vous pourrez essayer ou encore votre enfant pourra apporter ses propres outils sensoriels. Vous pourriez les placer dans une boîte, dans un contenant ou même dans un sac à dos spécial que votre enfant pourra amener avec lui quand vous sortez de la communauté. Quel outil sensoriel votre enfant aimerait-il ou elle avoir dans son sac à dos? Possiblement la gomme à mâcher ou un bonbon dur si l'enfant aime sucer ou mâcher des choses. Un objet à mâchouiller, donc si l'enfant aime mettre des objets dans sa bouche. Des lunettes de soleil, donc des verres teintés. S'il trouve que la lumière du soleil ou certains éclairages sont trop éblouissants. Un objet à manipuler. Si votre enfant aime avoir les mains occupées. Une couverture lestée ou un animal lesté. Donc, s'il aime la sensation d'avoir quelque chose de lourd sur son corps. Un casque anti-bruit ou des moufles-oreilles pour atténuer tout le bruit. Un coussin de mouvement. S'il ou elle a du mal à rester assis sur une chaise d'école ordinaire. De bandes élastiques entre les pattes de la chaise ou du pupitre, si l'enfant aime bouger les pieds quand il est comme assis. Idéalement,
Les outils sensoriels sont prescrits par un ou une ergothérapeute si vous en avez une, car ils peuvent recommander le type le mieux adapté à votre enfant et aider à équilibrer la distractibilité de ces outils. Les ergothérapeutes et les analystes du comportement agréés peuvent également aider votre enfant à surveiller si l'utilisation des outils sensoriels permet d'atteindre les objectifs fixés. Pour plus d'informations sur les besoins sensoriels de votre enfant, vous pouvez consulter la série de webinaires d'Autisme Ontario sur ce sujet intitulé Exploration des sens, Introduction au système sensoriel avec Bethany Bruin. Le lien figure sur la page des événements d'Autisme Ontario. La pleine conscience est une autre stratégie cerveau-corps. Donc, c'est une approche de santé mentale qui consiste à apprendre aux gens à prêter attention au moment présent et à prendre conscience de leurs sensations corporelles, leurs sentiments et leurs pensées et aussi de leurs sens. Ces stratégies comportent des aspects liés à la respiration et à la concentration de l'attention. La recherche montre que les activités de pleine conscience ont un impact positif sur le bien-être des enfants autistes et des personnes aidantes. Donc, pour un exemple, le premier exercice de respiration c'est un chocolat chaud apaisant. Donc, ça consiste à faire semblant de tenir une tasse chaude entre les mains. Vous pouvez montrer à votre enfant comment inspirer profondément par le nez en faisant semblant de sentir la douce odeur du chocolat, puis comment expirer profondément par la bouche en faisant semblant de souffler sur le contenu de la tasse pour le refroidir. Une autre stratégie amusante consiste à faire semblant à l'expiration, donc de souffler sur de guimauves imaginaires pour les déplacer. Ce type de stratégies peuvent parfois sembler trop abstraits pour les enfants. Il peut donc être utile d'avoir une vraie tasse de cocoa chaud pour pratiquer. Il existe une foule d'activités d'exercice de pleine conscience. Vous pouvez les trouver sur Pinterest ou en cherchant sur Google « Pleine conscience pour enfants ». Il existe également des balados qui pourraient être utiles à votre enfant. C'est très populaire chez les jeunes d'âge scolaire. Donc, la série suivante de stratégies porte sur le développement de l'attachement et de connexion dont nous avons parlé dans l'introduction comme étant le cadre d'une santé mentale et d'un bien-être positif. Les enfants autistes ont du mal à nouer des relations et à se connecter aux autres. Mais cela ne signifie pas qu'ils ou elles ne peuvent pas ou ne veulent pas le faire. Les relations d'attachement profitent autant aux enfants autistes qu'aux enfants neurotypiques. Cela signifie que leur relation avec leur personne aidante principale, c'est-à-dire vous, les parents, réduisent le stress et améliorent leur capacité d'adaptation et les préparent à mieux affronter ce monde. Pour établir ces liens, il y a quelques livres que j'aime particulièrement utiliser. Donc, Le fil invisible de Patricia Cursett et Le bisou secret d'Audrey Penn. Deux beaux livres sur le lien entre parents et enfants lorsqu'ils sont séparés. Utiliser des livres pour améliorer la santé mentale est une technique thérapeutique éprouvée et appelée la bibliothérapie. Donc, la bibliothérapie fait savoir aux enfants qu'il est normal de parler du problème abordé dans le livre et de chercher une solution. Le fait de lire ces livres avec vos enfants leur donne un exemple concret auquel ils peuvent s'identifier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vos enfants bénéficient également du temps que vous passez avec eux, à parler des personnages, leurs problèmes, leurs solutions. Le temps et la discussion sont tout aussi importants que l'histoire elle-même. Vous pouvez également faire des bricolages destinés à renforcer les liens évoqués par l'histoire. Pour le bisou secret, vous pouvez peinturer vos mains et celles de votre enfant et fabriquer des empreintes de main. Vous pourrez ensuite placer ces empreintes dans le sac à dos de votre enfant lorsqu'il part pour l'école. Elles pourront aussi lui servir de rappel lorsqu'il descend de l'autobus. Dans le même esprit, vous pouvez couper une ficelle de l'argent de vos bras étendus
et dire à votre enfant que c'est la taille du câlin que vous lui destinez. Une approche ludique et créative aide les enfants à se souvenir des stratégies dont nous avons discuté. La dernière série de stratégies dont nous voulons discuter aujourd'hui est celle des thérapies de création artistique. L'art-thérapie vise à rehausser l'estime de soi et les capacités d'adaptation à atténuer le stress. Il englobe tous les types d'art, dont le théâtre, la musique, la danse, la photographie, même les arts visuels. Les techniques d'art-thérapie peuvent être structurées. Par exemple, quand vous travaillez avec une art-thérapeute qualifié, mais il peut également être utile de recourir à des activités artistiques moins structurées qui aideront votre enfant à composer avec ses émotions. L'art est également une technique de relaxation éprouvée qui permet aux enfants et aux jeunes de se connecter à eux-mêmes de manière non menaçante. Par exemple, si votre enfant lit un livre sur les inquiétudes, demandez-lui de dessiner les personnages et d'utiliser des bulles de pensée pour illustrer ce qui inquiète le personnage. Ou encore, demandez-lui de peindre ce à quoi ressemble une émotion selon lui. Enfin, pour ce groupe d'âge, nous avons un outil qui entre à la fois dans la catégorie de la création artistique et dans la catégorie sensorielle. Oui, vous l'avez deviné, la pâte à modeler. Donc, la pâte à modeler aide à développer la motricité fine. Elle améliore la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à passer d'une tâche à l'autre, et elle encourage aussi le jeu imaginatif. Quand on parle d'émotion, d'inquiétude ou de peur, on parle de quelque chose qui est essentiellement abstrait. On peut se servir de la pâte à modeler pour rendre ces concepts plus concrets. Par exemple, si votre enfant a peur des araignées, elle ou il peut fabriquer une araignée avec la pâte à modeler et ensuite juste l'écraser. Des activités comme la pâte à modeler peuvent également servir à donner comme une pause à votre enfant. Donc, par exemple, quand les enfants descendent de l'autobus à la fin de la journée scolaire, ils ont besoin du temps pour s'autoréguler et la pâte à modeler est un excellent moyen. Gardez à l'esprit qu'il s'agit principalement d'une activité solitaire qu'ils pratiquent par eux-mêmes dans un lieu calme et sûr. C'est peut-être pas le moment pratique pour apprendre à votre enfant à partager avec ses frères ou ses sœurs plus jeunes et plus turbulents. L'art comme moyen d'expression bénéficie à beaucoup d'enfants, qu'ils soient autistes ou neurotypiques. Peu importe si votre enfant préfère l'animation par ordinateur, la peinture ou les crayons, le mode d'expression n'a vraiment pas d'importance. L'art peut offrir à votre enfant un être sûr et thérapeutique pour ses émotions. Comme nous l'avons mentionné dans notre introduction, cette mini-série comporte 4 parties, dont 3 couvrent des stratégies propres à un groupe d'âge. Nous vous encourageons à participer aux autres séances car elles peuvent proposer des stratégies qui seront utiles pour votre enfant et pour votre famille, quel que soit l'âge chronologique de l'enfant. Et ne vous en faites pas si vous n'avez pas pu assister aux 3 autres séances. Nous enregistrerons ces webinaires qui seront disponibles sur demande. Si vous souhaitez accéder à l'introduction ou si vous voulez y revenir plus tard, vous allez retrouver le lien ici sur la diapo. Pour plus de ressources et d'informations qui pourraient vous être utiles, à vous et à votre famille, vous pouvez nous contacter sur les médias sociaux ou visiter notre site web. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention de cette présentation aujourd'hui. Donc, je reste branchée et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'en faire part. Bonjour. Donc, si vous voulez ajouter des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Mais je vois qu'il y a déjà quelques questions. Donc, je vais commencer avec la première. J'essaie plein de stratégies. Parfois, ça fonctionne pour quelques jours. Quand devrais-je changer de stratégie? Donc, en premier lieu, quand on tente de changer un comportement, faites seulement ça. Donc, restez avec seulement un changement à la fois.
Puis aussi, je vous promets, quand on installe une nouvelle stratégie, le comportement va devenir beaucoup pire. L'intensité du comportement va augmenter avant que ça devienne mieux. Donc, il faut que vous restiez avec votre stratégie pour au moins comme mettons 2 semaines. Juste pour s'assurer que c'est une stratégie que vous avez vraiment tentée. Puis aussi, quand on fait un changement, c'est ça, juste faire un changement à la fois. Donc, par exemple, si le soir, la routine est toujours difficile, mais je pense que c'est souvent comme planant pour beaucoup de gens. Donc, juste vous concentrer sur la routine du soir. Donc, c'est avec des pictogrammes ou avec une petite horaire. Donc, si on se brosse les dents, si on se brosse les dents, on a une collation. Ben, on a une collation avant qu'on se brosse les dents. Hein? On se brosse les dents, une collation. Mon Dieu! On prend une collation, on se brosse les dents. Ensuite, c'est le verre d'eau, la lecture d'un livre, une activité calme. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Donc, la deuxième question. L'horaire ne fonctionne pas toujours chez nous. Mon enfant ne sait pas comment lire. Absolument. Donc, quand j'ai d'utiliser un horaire, c'est souvent comme avec des pictogrammes. Puis, vous pouvez aller rechercher des pictogrammes, soit sur Pinterest ou même juste comme dans votre Word, dans votre document Word aussi. Et donc, il s'agirait juste d'avoir comme une photo de l'activité telle qu'elle. Donc, si je reprends peut-être la routine du soir, où est-ce qu'on prend une collation en premier? Donc, ce serait juste une affaire, mettons, comme un enfant qui mange. Puis, quand que vous faites cela, vous dites, vous allez à l'horaire, vous dites, oh, regarde, collation, temps de collation. Voici une collation. Par la suite, c'est le temps de brosser les dents. Ah, regarde, on va se brosser les dents. Donc, puis on s'en va se brosser les dents. Juste comme exemple. Donc, puis aussi, vous pouvez toujours accompagner les images par des mots. Puis aussi, ça va juste promouvoir aussi la littératie ou encourager l'enfant à vouloir lire. Donc, j'espère que cela a aidé aussi. Et une dernière question, c'est parfois j'ai de la difficulté à gérer mes propres émotions. Encore moins, ouais. Donc, je peux sympathiser avec ça. Je crois que c'est important aussi que vos enfants puissent voir que vous vivez de grandes émotions. Donc, que vous vivez peut-être l'impatience ou l'irritabilité ou même la colère. Puis dans ces temps-là, il faut que vous soyez le modèle. Donc, c'est bien si vous prenez un moment, vous prenez une grande respiration devant eux. Je me calme. Je vais aller dans ma chambre, je vais prendre une petite pause. Donc, parce que vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas prendre une pause de 30 minutes. Pas comme on dit aux enfants, c'est 5 ans, c'est une pause de 5 minutes, et ainsi de suite. Mais, donc, prendre une petite pause, peut-être 3-4 minutes, reprendre votre calme et retourner à l'activité ou avec votre enfant. C'est bien que vous modelez. Que quand on ressent des émotions, de grosses émotions, comment est-ce qu'on fait pour les gérer? Vos enfants vont prendre de vous aussi. Est-ce qu'il y avait peut-être autre question? Je vais attendre quelques minutes aussi. J'apprécie énormément que vous êtes avec moi ce soir. Surtout ici dans notre coin de la province, il fait beau, on a un beau soleil présentement. Je vous remercie de prendre de votre temps pour être ici avec moi ce soir. Donc, j'espère que ces webinaires, cette mini-série vous sont aidants. Donc, merci Mel pour la présentation de ce soir. Il n'y a pas de questions. Donc, on va terminer et puis on espère de tous vous revoir la semaine prochaine pour la dernière session de la petite série. Merci Mélanie. Merci. Au revoir.